Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est une magnifique ETI française puisque c'est celle qui dépose le plus de brevets GTT. Bonjour Philippe Bertherottière, vous êtes PDG du groupe. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, une ETI, 550 employés, un résultat net de 199 millions d'euros l'an dernier, mais ça sera bien plus cette année parce que vous avez le vent en poupe. Vous faites des membranes pour transporter les gaz liquéfiés. On parlait d'hydrogène dans un instant, mais évidemment, aujourd'hui, votre business boom, si je puis dire, grâce à l'explosion du transport de GNL. Absolument. En fait, aujourd'hui, on redécouvre que le gaz a énormément de mérite parce que c'est une énergie fossile, certes, mais beaucoup moins polluante que les autres. C'est la moins polluante des énergies fossiles. Elle supprime beaucoup de pollution, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les particules fines. Et puis, elle a un immense avantage, c'est que c'est une énergie qui est parfaitement complémentaire des renouvelables. Et on voit que dans un mix énergétique, plus les renouvelables se développent et plus on a besoin de gaz. Parce que quand vous n'avez pas de renouvelables, eh bien, vous pouvez démarrer une centrale au gaz en quelques minutes. Ouais. Et donc, ça pallie l'intermittence des renouvelables. Tout à l'heure, on avait une French Tech, je vous le dis juste entre parenthèses, Jimmy Energy, qui fait des mini-réacteurs nucléaires pour les industriels et qui nous expliquait quand même qu'aujourd'hui, l'utilisation de gaz par les industriels pour chauffer, notamment les process industriels, émettait beaucoup quand même de CO2. Alors, par rapport au nucléaire, on ne va pas rentrer dans un long débat sur les déchets nucléaires qui polluent plus, qui polluent... Voilà. Donc, ils prêchent pour leur paroisse. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on voit que, par exemple, un pays comme les États-Unis a énormément réduit ses émissions de CO2 en passant du charbon au gaz. Et la Chine veut faire la même chose et fait la même chose. Et d'ailleurs, est devenue en 2021 le premier importateur de GNL pour réduire sa dépendance au charbon. Et donc vous annoncez que vous associez à Shell pour accélérer dans l'hydrogène vert. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'hydrogène auquel vous vous intéressez, l'hydrogène liquide, ça ne se transporte pas. Et c'est là-dessus que vous allez travailler ensemble. Absolument. Aujourd'hui, l'hydrogène se transporte relativement peu, un peu par camion. Vous le produisez à l'état gazeux. Oui. Et puis, vous transportez finalement de très petites quantités d'hydrogène par camion. L'idée aujourd'hui, c'est de produire dans des parties du monde extrêmement ensoleillées beaucoup d'électricité grâce à des centrales solaires, de convertir cette électricité en hydrogène avec des électrolyseurs, de les liquéfier et puis après d'amener cet hydrogène liquide vers des zones de consommation par bateau. C'est-à-dire qu'on aura des méthaniers, on aura des hydrogéniers et avec Shell, vous allez faire la membrane, puisque c'est votre spécialité, pour transporter cet hydrogène liquide. C'est différent d'une membrane qu'on fait pour le gaz liquide ? Alors oui, parce que l'hydrogène, ça pousse le problème un peu plus loin. Avec le gaz liquide, vous êtes à moins 163 degrés. Là, vous descendez à moins 253 degrés. Ah oui. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais c'est beaucoup plus froid. Et donc, il faut avoir une isolation beaucoup plus efficace. Voilà. Et puis alors, l'hydrogène a d'autres petites phases. Par exemple, c'est une molécule, c'est la plus petite molécule de l'univers, donc elle transperce n'importe quelle paroi. Donc il faut pouvoir gérer cette perméabilité des parois métalliques qui vont enserrer ce liquide. Alors on parle à quel horizon ? Écoutez, on pense pouvoir lancer la construction de ce navire vers 2025 et puis avoir ce navire en 2028. Donc c'est tout proche. C'est demain. Oui, c'est demain. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle d'hydrogène vert beaucoup, mais ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire qu'on fabrique, comme vous l'avez dit, à partir d'électricité renouvelable, d'électricité solaire, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et vous dites aujourd'hui, l'hydrogène, contrairement à ce qu'on pense, l'hydrogène liquide, pour l'obtenir, ça émet beaucoup de CO2. Alors oui, en fait, on l'obtient par vaporéformage du méthane, la molécule c'est H4, on retire la molécule de H2. Et en fait, pour faire ça, il faut énormément d'énergie. Et aujourd'hui, une tonne d'hydrogène, ça produit 8 tonnes de CO2. Ah ouais. Et par exemple, l'hydrogène, la production d'hydrogène sur la planète produit autant de CO2 que tout le transport maritime mondial, sur lequel on travaille, nous, GTT d'ailleurs, pour réduire énormément les émissions. Donc c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer extrêmement rapidement, cette question de la génération de CO2 par la production d'hydrogène actuelle.
Bon, c'est un gros investissement que vous faites avec Shell, là, et j'imagine que vous avez beaucoup de brevets déjà, puisque, je vous le redisais tout à l'heure, hein, vous êtes la première ETI française en nombre de brevets déposés. C'est un gros investissement avec Shell, ce partenariat? Alors c'est un gros investissement pour nous, à notre échelle. Shell investira sans doute derrière sur la construction d'un navire, mais nous, on est mobilisés depuis un certain nombre d'années à la recherche, pour la recherche des technologies pour transporter ce liquide. On a effectivement un certain nombre de brevets. Je pense qu'on en déposera encore beaucoup au fil de ce développement. Mais oui, ce sont des équipes importantes qui sont mobilisées pour concevoir cette technologie. Le premier hydrogénier, quelle date? Premier hydrogénier en mer, 2028. 2028. On va rester avec vos bateaux, avec vos membranes, puisqu'on va parler du GNL transporté du Japon vers l'Europe avec Benaouda Abdelrahim. Merci Philippe Berthe-Rothschild.